Nouvelle édition du 7-8, les invités. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Aujourd'hui, 8 septembre 2016, nous reviendrons sur l'ouverture de la première édition du Paris Legends Championship. C'est une compétition inédite pour un affrontement entre ceux qui ont écrit l'histoire du golf. Et c'est à 50 ans en Yvelines que cela se déroule au Golf National. Rencontre avec l'organisateur dans quelques minutes. Mais tout de suite, nous parlons éducation, plus particulièrement du numérique. À l'école, la ville d'Élancourt lance en cette rentrée son projet Bouge ta classe, un projet en partenariat avec la délégation au numérique éducatif de l'Académie de Versailles et la circonscription d'Élancourt. Concrètement, ce sont 6 écoles élémentaires qui sont concernées. Pour nous présenter ce dispositif et son ambition, je reçois ce soir Jean-Michel Fourgousse, le maire de la commune. Ce n'est pas son coup d'essai dans ce domaine. En 2012, déjà, il avait remis un rapport au gouvernement, un rapport sur le thème « Apprendre autrement à l'ère du numérique ». Bonsoir Jean-Michel Fourgousse. Bonsoir. En quoi consiste concrètement ce nouveau projet Bouge ta classe qui concerne donc 6 écoles de votre commune? Écoutez, Élancourt, ça fait 10 ans. Moi, je suis un ancien ingénieur de recherche et éducation nationale, de doctorat de psychologie, et je m'ennuyais à l'école, et donc j'ai toujours voulu faire bouger cette pédagogie. Bon, on a commencé avec la mémoire, à augmenter, à trouver de nouveaux mécanismes avec le numérique pour développer la mémoire. Ensuite, ça a été la lecture. Ensuite, ça a été la façon d'échanger entre élèves. Ensuite, ça a été le prof qui soit beaucoup plus participatif avec les élèves, qui soit moins magistral, moins frontal dans sa pédagogie. Bon. Ensuite, ça a été la partie mixte, c'est-à-dire une partie, donc, comme on dit en présentiel avec le prof, une partie à la maison. Maintenant, un élève, il apprend dans la classe, dans plusieurs types d'ateliers d'ailleurs. Il apprend dans le bus aussi quelquefois, et il apprend à la maison, donc c'est mixte. Voilà. Mobile, donc aujourd'hui on voit bien, et puis il apprend par le TNI, donc l'animation des cours, c'est plus du tout la même chose qu'avec le livre ou les photocopies violettes, là, vous vous souvenez qu'on avait. Bon. Donc c'est vraiment un autre univers, et donc Élancourt est vraiment un laboratoire d'ingénierie pédagogique, donc d'innovation pédagogique. Et en fait, il nous manquait une étape. Alors bien sûr, il y a les robots aussi, vous le savez. Donc les enfants, ils s'assoient, les enfants, pour programmer leurs robots avec leurs tablettes. Et ils écrivent plus, comme un peu moins. Ils écrivent toujours, mais ils écrivent un peu moins avec la tablette. Bon. Donc on s'est interrogé sur l'environnement spatio-temporel. Aujourd'hui, l'espace doit suivre l'espace. Donc là, c'était pas adapté. Un enfant utiliser une tablette doit s'adapter au fait que vous avez tantôt des robots, vous avez tantôt des tablettes, vous avez tantôt le TNI, tantôt vous avez un exercice écrit. Donc on ne peut pas... Et un enfant, en plus, n'est pas forcément programmé pour rester 8 heures assis, les fesses sur une chaise, sans bouger, face à une table. Bon, là elle est plus justifiée, cette table. Donc, on teste un nouvel environnement spatio-temporel où, effectivement, l'enfant peut changer de posture, il peut s'asseoir par terre pour programmer son robot, il peut être couché même sur un fauteuil qui s'allonge et regarder sa tablette comme ça, il peut être assis, il peut être debout, voilà. Donc, on a d'autres postures. Avec l'enseignant, c'est l'enseignant qui pilote toujours quand même. C'est l'enseignant qui dit tu fais tel exercice toi, donc tu te mets plutôt dans ce groupe. Alors et avec le groupe, vous changez d'outil souvent, vous changez de contenu et vous changez également de posture pédagogique. Donc ça renouvelle les stimuli, ça augmente la motivation de l'élève, ça augmente le plaisir d'apprendre. Ça augmente la créativité parce qu'ils échangent différemment, les enfants, et c'est dans l'échange qu'on apprend. Donc on s'aperçoit que cet espace temporel aussi, il est nécessaire de le faire évoluer, de tester de nouveaux environnements. C'est ce qu'on fait avec Bouge ta classe, donc qui est effectivement, il y a 7 classes, 6 écoles élémentaires qui sont sont en train utilisées c'est une première, les différents outils que vous avez mis en place. Et justement, ces différents outils, on peut peut-être s'y attarder un petit peu. Il y a cette pédagogie individualisée, 2400 tablettes numériques qui sont distribuées dans les classes, des espaces dédiés pour apprendre à coder les robots, vous l'avez dit, dès la maternelle, une science collaborative grâce au TNI, des visioconférences en anglais aussi, en petits groupes. Est-ce que tout ça... On n'a pas besoin d'être assis pour la visioconférence, pour être debout et parler à l'écran. Et sur tout ça, vous le disiez, ça fait une dizaine d'années que ça a été lancé sur votre commune. Vous avez évalué un peu les méthodes qui avaient été appliquées, les résultats qui avaient été obtenus? Est-ce que c'est encore trop tôt, 10 ans, pour faire un premier bilan? Écoutez, c'est très difficile, c'est très cher d'évaluer donc sur des élèves. Il faut plusieurs années, puis il ne faut pas qu'ils bougent. Alors, il suffit qu'il y ait une famille deux familles qui parlent d'une classe. Il faudra prendre un enfant qui a suivi tous les cycles dès la maternelle. Il faut là-dessus faire confiance à des gens qui ont travaillé sur de très gros échantillons. C'est le cas des Américains, par exemple, qui travaillent sur des milliers
bien sûr, d'élèves. Et là, vous avez des taux de progression de près de 30%. Je pense à une étude qui s'appelle Marzano, qui montre qu'il y a une évolution il peut y avoir une évolution de près de 30% des résultats scolaires, à condition que vous ayez tout l'environnement numérique. C'est-à-dire que les profs soient bien impliqués, soient bien formés. C'est aussi l'élément qu'on a appris en cours, l'importance du prof qui a un rôle encore plus important qu'avant. On disait, oh, vous allez remplacer les profs. Pas du tout. Le prof, en fait, a une valeur ajoutée pédagogique supérieure à avant. Et en plus, il a plus de plaisir, le prof, à enseigner. Donc plus de plaisir à apprendre pour l'élève et plus de plaisir à enseigner pour le prof. Vous voyez, je pense que, vous voyez, on est quand même... et d'ailleurs, vous savez que les gens cherchent des dérogations quelquefois pour venir dans les écoles d'Elancourt. D'ailleurs, bon, c'est pas facile à gérer. Il y en a qui viennent même habiter à Elancourt, qui achètent leur maison à Elancourt pour ces écoles. Ah oui, et puis dernier point, on peut même aussi traiter également, maintenant par l'autisme. L'éducation nationale a choisi Elancourt, sur plus de 60 villes dans les villes, ils ont choisi Elancourt pour créer une classe avec nous, une classe pour les enfants autistes, parce que c'est un vrai problème, c'est très difficile, et donc effectivement, avec un environnement de ce type-là, dont on vient de parler, vous pouvez effectivement, bien sûr, gérer une classe d'autistes du département, avec bien sûr beaucoup plus, avec des coefficients potentiels de réussite nettement supérieurs, parce que vous avez ces outils et ce nouvel environnement. Je vais vous donner un nom tout de même d'une personne qui ne viendra pas s'installer à Elancourt, ça c'est certain, c'est Philippe Biouix. C'est un ingénieur centralien, auteur avec une enseignante d'un essai sur le numérique à l'école. Je vous vois déjà sourire parce que je sais que le sujet va vous fâcher, mais pour lui, l'école numérique est un désastre pédagogique et sanitaire. Alors je l'ai rencontré sur un plateau hier, Monsieur Biouix. Ne pas confondre avec M. Bouygues. M. Bouygues était un bâtisseur, un constructeur. M. Bouyx est plutôt un démolisseur. Alors, vous savez, c'est un écolo, mais le mauvais écolo. Il y a le bon écolo qui soulève des vrais problèmes, et c'est bien. Et puis, il y a celui qui est là, qui utilise le principe de précaution, il ne faudrait plus rien faire, etc. Bon, enfin, bon, bref, c'est pas sérieux. Il cite des choses qui sont fausses, il cite des expériences qui sont inexactes. Par exemple, ici, Pisa, c'est l'expérience Pisa où d'ailleurs on est 25e, il faut aussi quand même, on est 25e à Pisa, 35e à Shanghai. Il va falloir un peu se bouger et puis les faire bouger, ces méthodes pédagogiques. Et en tout, la France tout entière, pas seulement Elancourt. Et lui, il vous cite, oui, Pisa a dit que le numérique au collège, sur les enfants de 15 ans, ça ne marchait pas. Alors on regarde l'étude PISA, je la connais très bien quand même. Et en fait, l'étude PISA parle d'une enquête qui a lieu avant 2012. Alors avant 2012, dans les collèges, il n'y avait pas de tablettes, voilà. Donc c'est quand même, il ne le savait même pas, il avait sorti ça comme ça, allons-y, interprété. Il a fait un bouquin, il me l'a dit lui-même, il m'a dit, le titre est un peu fort, mais c'est mon éditeur qui m'a dit de mettre ça pour vendre. Pour vous, il n'y a pas de débat au-delà de ce livre. Non, ce livre n'est pas sérieux. Au-delà de ça, sur le numérique, il n'y a pas de débat à avoir aujourd'hui, c'est forcément une plus-value. Il y a une seule, oui, c'est indiscutablement une plus-value. D'abord, vous luttez contre les inégalités. D'ailleurs, ça c'est le seul point avec lequel j'aurais pu être d'accord, parce qu'il avait pris un élément dans l'étude PISA disant oui, les inégalités augmentent en France. C'est vrai, les inégalités sont fortes en France, et le numérique est la meilleure réponse, parce que les enfants, quelle que soit leur origine, ils ont accès à la même connaissance. Moi, je me souviens, quand je visitais des appartements un peu plus modestes que d'autres, il n'y avait pas de livre, le dictionnaire il était déchiré, taché avec des taches de vin, etc. Que là, vous avez, les enfants, ils ont le même contenu, ils ont accès au même contenu, aux mêmes conditions pour apprendre. Eh bien, je peux vous dire, voilà, et ça, le numérique, ça répond quand même à tous ces intérêts. Ça augmente, je vous le rappelle, l'autonomie d'un enfant, et ça augmente sa concentration, sa créativité, et ça le prépare à demain à trouver un job, parce que demain, si un enfant n'a pas une culture numérique dans le monde de demain, je vais vous dire, il ne trouvera pas un travail. Donc voilà. Il nous reste quelques minutes, je voudrais vous faire réagir tout de même aussi concernant l'éducation sur cette grève qui avait lieu aujourd'hui, 8 septembre, cette grève contre la réforme des collèges, plutôt assez peu suivie au niveau national, moins de 5% des professeurs des collèges publics qui étaient en grève. Sur la réforme du collège, est-ce qu'il va falloir la revoir, cette réforme du collège ? Il y a déjà certains candidats, que ce soit plutôt à droite, qui disent de toute façon, si nous revenons aux affaires, on reviendra dessus. Vous en pensez quoi ? Écoutez, 25e à Pisa, je vous l'ai dit, 35e au classement de Shanghai pour les universités. On a un budget de 65 milliards pour l'éducation. Il y a d'autres pays qui sont plus performants que nous, qui dépensent moins d'argent. Donc il faut réformer. Donc oui, il faut réformer, c'est tout. Mais cette réforme, c'est une bonne réforme ou pas, la réforme des collèges qui est amorcée ?
Non, je pense que le premier problème de l'éducation nationale, c'est qu'il faut pas que les gens soient idéologisés. Quelqu'un qui arrive avec des grandes idées, vous lui dites mais vous avez mis ça en place quelque part. Ah non, ah bon. Mais vous avez des preuves que ça marche. Non, mais vous comprenez intellectuellement. Voilà. Non, mais ça, il faut arrêter ça. Regardez la calamité des rythmes scolaires. Le coût, c'est près de 2 milliards. Enfin, ça a désorganisé. Dans 80% des cas, ça ne marche pas ou ça marche mal. Ça a désorganisé les équipes pédagogiques. Et d'ailleurs, demain, ce sera revu. Je crois que vous avez dû l'entendre. Bon, on inventera autre chose, peut-être plus de vérifier les devoirs des enfants, oui, des devoirs donc en fin de journée, mais pas des choses comme ça. On mélange tout. On va à l'école pour apprendre, pour donc il faudra un nouveau projet pour de toute façon, il y aura un nouveau projet pour l'éducation. Et un projet qui vient du réel, du terrain, du concret. Les idéologues, on arrête. La France va mourir si on continue. Avant de tout changer, il y aura des élections malgré tout. Il y aura des élections malgré tout avant tout ça. Et il y a une primaire qui se dessine pour la droite avec un dépôt de candidature pour les primaires à droite fixé. La limite est fixée à demain. Est-ce que vous avez accordé votre parrainage d'ores et déjà? Écoutez, moi j'ai sorti 20 propositions avec 150 parlementaires de Génération Entreprise. Que vous avez remis à Nicolas Sarkozy. Dont je suis le porte-parole, ce groupe de parlementaires. Je les ai remis pas seulement à Nicolas, je l'ai remis à Nicolas Sarkozy, je l'ai remis à tous les candidats. L'essentiel des plus gros candidats, en tout cas, ont repris l'essentiel de ces propositions. Donc moi je ne peux pas, je suis porte-parole. Et en plus, dans ce groupe de 150 parlementaires, il faut savoir qu'il y en a 4 qui sont candidats. Voilà, donc je ne peux pas, moi, animer vous n'avez pas porté le parrainage, vous ne voulez pas rendre public votre parrainage. Ce sont tous mes amis. Moi, je me bats effectivement contre le socialisme idéologique d'extrême gauche qu'on a en France, pas contre le socio-libéralisme ou le socialisme européen, le socio-libéralisme européen ou à l'allemande. Emmanuel Macron, vous pourriez voter? C'est un grand débat. Alors faites un jour, il n'y a pas de problème, je vous réponds là-dessus. Mais voilà. Et donc moi, je me bats contre ce socialisme archaïque qui n'a pas rompu avec le communisme. On ne saura pas qui vous avez parrainé pour. Et je me bats contre ça, je ne me bats pas contre mes amis. À partir du moment où ils reprennent mes idées avec le travail que j'ai fait avec ce groupe, il m'est difficile d'aller arbitrer. De toute façon, vous savez, c'est dans 2 mois, vous savez, après le tout. Moi, je soutiendrai celui qui a été désigné démocratiquement, mais voilà, je ne vais pas aller opposer mes amis dans la mesure où je me bats sur les idées, je ne me bats pas sur les hommes. Moi, je me bats sur les idées. On a accepté l'essentiel de mes idées. Voilà. Ça vous va très bien. Merci Jean-Michel Fourgouze d'être venu sur ce plateau du 7-8. Les invités, l'émission qui se poursuit à présent avec du sport. Le golf national de Saint-Quentin en Yvelines qui accueille depuis aujourd'hui la première édition du Paris Legends Championship. Plus de 52 champions et anciens vainqueurs de tournois majeurs sont présents pour ce rendez-vous. L'organisateur était au micro de Mickaël Elmidoro. Paris est en train de devenir une capitale du golf. On a chaque année l'Open de France. On a en 2018 la Ryder Cup qui va être un événement énorme. Paris a l'avantage d'avoir du public, d'avoir des passionnés de golf et d'avoir un des plus beaux parcours de France et probablement un des plus beaux parcours du monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter la compétition? C'est une première édition? C'est une première édition pour la France. Il s'agit du Tour européen senior, c'est-à-dire les joueurs qui ont plus de 50 ans, les légendes qui ont donné 30 ans de leur vie à notre sport, les gens avec lesquels on a grandi, qu'on a vu sur le parcours depuis des années. C'est une compétition officielle, 52 joueurs pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Et quel sportif va-t-on retrouver sur ce parcours? On a eu beaucoup de chance cette année, on a un plateau énorme, on a vraiment les meilleurs, on a John Daly qui vient des États-Unis, on a Sam Torrance, on a Jan Woosnam, on a les Français Jean Van de Velde, on a un plateau absolument magnifique pour une première année. Je suis vraiment très heureux que les joueurs nous aient suivis. Et quels sont les objectifs pour cette première année? Attirer du monde? Avoir du public. On avait 2 éléments qu'on ne maîtrisait pas, c'était le climat et le public. Le climat, on a de la chance, il va faire beau. Le public, on a fait l'entrée gratuite, on a essayé de communiquer le plus possible. On espère vraiment que tous les amateurs de golf, et même les gens qui vont découvrir ce sport, viendront voir le tournoi. Quels sont les premiers retours sur cette compétition même si elle n'a pas eu lieu, est-ce qu'il y a déjà des retours positifs sur l'organisation de cette compétition? Pour le moment, on a eu beaucoup de chance. On a la chance d'avoir la presse qui nous a suivis. Comme je l'ai dit, on a la chance d'avoir les joueurs. C'est le plus important. Les joueurs sont venus. On
a beaucoup de presse, on a beaucoup de suivi, on a beaucoup de gens qui nous aident, qui nous soutiennent, les sponsors nous aident. Pour le moment, ça démarre bien. On va espérer que ça va être bien pendant les 3 jours et surtout, vraiment le plus important, c'est le public. Et l'objectif, c'est de faire perdurer cette compétition dans le temps? Bien sûr, on a un contrat sur 3 ans avec la Fédération française de golf et avec l'European Tour. Évidemment, l'objectif, c'est de continuer, de poursuivre, d'en faire un tournoi important sur le Tour européen. Et donc sur ces 3 ans, est-ce que vous voulez encore développer du coup ce Paris Legends? Est-ce qu'il y aura plus de légendes du coup qui viendront s'ajouter aux légendes présentes cette année? C'est l'objectif. Cette année, c'est une première année. On a fait avec les moyens qu'on avait, avec ce qu'on pouvait. L'objectif, c'est que chaque année, de faire un peu monter les prix, de faire un peu monter le plateau et d'avoir un tournoi qui évolue d'année en année. Et ce sera ici, au Golf National l'année prochaine? Au Golf National l'année prochaine, c'est sûr. En 2018, probablement dans un autre golf parisien à cause de la Ryder Cup. Nous fermons cette édition. Rendez-vous dès lundi à partir de 18h45 pour un nouveau 7-8 les invités et dès à présent pour les replays sur notre site internet.